Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes de nouveau en direct du Biel. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la fin de cette 20e édition du Salon du Livre, qui, je vous le rappelle, se positionne au troisième rang après Paris et Montréal. Le week-end sera chargé entre ceux qui choisissent les jours chômés et ceux que le temps a pris de court. Alors que les activités se multiplient et s'intensifient, une façon pour nous de vous dire « courez vite ». Attrapez la culture quand elle vous tend la main. Elle reste le plus fidèle des compagnons. Bonsoir Elsa. Bonsoir Nanette, comment vas-tu? Oh, très bien, ça va très bien en ce moment. On est toujours très chargé. Oui, toujours très chargé, mais il y a tellement de choses à faire. Hein. Donc on commence comme d'habitude avec le quiz. Pour le quiz, tout se passe sur la page Facebook affichée devant vous sur l'écran. C'est Salon du livre francophone de Beyrouth. La réponse à la question d'hier est sûrement Amin Maalouf. C'est bien lui, le premier Libanais, à faire son entrée à l'Académie française. Oui, je vous ai laissé tranquille, Elsa, ah, oui, oui. avec la question du quiz. D'habitude, je vous embête, mais là, ce soir, mais c'est ça, mais j'ai encore posé la question aujourd'hui. Et la question de ce vendredi est la suivante. Pour continuer avec l'Académie française également, invité d'honneur de ce salon, notre question d'aujourd'hui est comment appelle-t-on le costume de l'Académie française? Comment appelle-t-on le costume que portent les académiciens? Donc la réponse sur la page Facebook et le grand tirage au sort, ça sera le dernier jour, le dimanche 10. Soyez toujours au rendez-vous. En ce qui concerne maintenant, ne ratez pas. On va commencer par notre rubrique quotidienne. Ne ratez pas, n'est-ce pas? Absolument. Ne ratez pas la rencontre ce soir avec Cherif Majdalani à 19h, l'auteur de Le dernier seigneur de Marsad. À 19h aussi, ce soir, des lectures de poèmes de Jaoudat Haïdar avec des élèves de plusieurs écoles libanaises. À 19h aussi, une conférence intitulée « Cité invisible, la naissance de l'urbanisme au Proche-Orient ancien » avec Jean-Claude Margeron. À 20h, animation et lecture en scène d'après Molière, dirigée par Valérie Vincent, avec les élèves du cours Langage et Expression. Et demain, un rendez-vous à ne pas rater à 16h à l'Agora. J'invite tous les étudiants en journalisme et tous les journalistes professionnels à venir y participer. C'est une conférence au titre Pratiques et défis du journalisme en zone de conflit. Ça sera donc demain. À présent, la rubrique Pourquoi j'écris ? Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor. Vous allez bien? 3 jours après votre frère Patrick qui était assis sur ce même fauteuil. Vous êtes toute la famille. Oui, toute la famille. J'ai vraiment l'honneur de vous recevoir aussi ce soir. Olivier Poivre d'Arvor, vous êtes dans votre élément ici. Vous adorez la culture. Vous avez été directeur d'instituts français partout dans le monde, à Londres notamment, à Alexandrie aussi. Oui, oui, je suis à la fois dans ma culture, c'est le monde arabe, c'est la francophonie, c'est la preuve que la culture est un rayonnement économique formidable. Et oui, donc voilà, je suis très heureux. Et ce n'est pas votre première participation à notre salon de Beyrouth. Non, non, et je dis partout d'ailleurs à chaque fois que je quitte ce salon que c'est quand même le grand salon francophone dans le monde et que les Libanais ont inventé quelque chose que les Français n'ont pas encore inventé. Donc bravo, chapeau à vous. Et qui est le salon? Oui. Super, c'est bien. Non, c'est faire se rencontrer. Par exemple, j'étais à quelques instants avec une grande romancière haïtienne, Ketli Mars, oui. avec une romancière libanaise, Yam Yared. C'est ce mélange extraordinaire d'origines, d'écritures différentes autour d'une passion commune qui est le texte. Vous êtes certes venu à plusieurs reprises au salon de Beyrouth. Je suis déjà venu 2 fois oui. en tant qu'auteur, c'est la 3e, mais je suis venu souvent à Beyrouth et je suis toujours frappé par l'espèce d'énergie qu'il y a là et à chaque fois un exemple quand je reviens à Paris, je me dis zut quand même, et à Beyrouth ils ont du cran. Merci. Donc, mais aujourd'hui votre présence est très significative, très importante parce que vous allez signer cet ouvrage-là qui s'appelle Le jour où j'ai rencontré ma fille. C'est un ouvrage très poignant
qui m'a vraiment touchée au cœur. Je l'ai lu en 2 jours. Et c'est un ouvrage qui est très émouvant parce qu'il parle de vous. Et cet ouvrage-là est très important parce que vous avez brisé un tabou. Vous avez brisé l'omerta du silence sur un tabou encore pire en Orient, qui est celui de la stérilité masculine. Oui, d'ailleurs, en venant ici, je me dis, est-ce que je vais pouvoir parler de ce livre? Parce que je ne me rendais pas très bien compte de la perception qui peut être celle de la stérilité masculine, parce que les hommes étant ce qu'ils sont, et ici particulièrement, le machisme, le machisme étant quand même relativement développé. Enfin, ça existe ailleurs, rassurez-vous, mais enfin ici c'est quand même, particulièrement développé. C'est vrai que pour un homme, avouer son impuissance serait impossible, mais avouer son infertilité, sa stérilité, c'est comme avouer son impuissance en fait dans le fond. C'est dire, bah oui, je suis stérile comme les femmes le sont. Et si vous regardez bien dans la littérature, dans les religions, dans les mythologies, il n'y a que les femmes qui sont stériles. Justement. Les couples, parfois, mais jamais les hommes. Donc là, vous avez relevé un grand défi. Et vous qui êtes pudique de nature, vous avez vraiment dévoilé quelque chose de très intime. Pourquoi vous avez voulu le faire? J'avais pas d'autre choix parce que ce désir d'enfant qui aboutit à ce titre, c'est-à-dire le jour où j'ai rencontré ma fille, c'est-à-dire à l'adoption, je voulais l'expliquer. Je voulais expliquer en quoi ce désir de paternité, de filiation, m'était venu non pas naturellement, comme chez beaucoup, biologiquement, mais de la découverte de l'impossibilité de cette paternité et de l'envie de dépasser cet élément. Et en fait, la découverte de la stérilité qui s'est faite de manière assez comme ça graduée, quand j'ai eu 45 ans, après une vie très libre où je ne me préoccupais pas du tout de ça, cette découverte a été un moment très fort et on ne peut pas comprendre la force de la rencontre avec l'enfant et le fait que je suis devenu père aujourd'hui par adoption sans qu'on ait une vue de ce qu'a pu être en effet pour un homme. Toutes les difficultés, les obstacles. Et le fait de le révéler, pour moi, n'était pas si difficile que ça et je me suis rendu compte en l'écrivant que c'était en effet un tabou qui était brisé. En fait, vous dites dans le livre un extrait très émouvant, cette scène, cet instant de vie, cette crampe au ventre, cette main de plus en plus moite, ce contrôle d'identité depuis 2 ans, je n'ai vraiment pensé qu'à ça. En un mot, comment qualifiez-vous l'instant où vous avez rencontré votre fille? C'est vraiment d'une fulgurance incroyable, c'est-à-dire que j'étais à Lomé au Togo et on me présente une petite fille toute chafouine comme ça, qui avait 7 ans, qui n'avait jamais vu un étranger, jamais vu un blanc et qui tout d'un coup me dit en me regardant et en prenant ma main « Bonjour papa » avec l'hésitation sur le mot parce qu'elle parlait que la langue vernaculaire qui était le Mina. Elle connaissait 2 mots de français. Et ça a duré donc peut-être 3 secondes. Et ces 3 secondes ont été à la fois l'enfantement, l'accouchement, voilà. C'est et fort. cet enfant était la mienne à l'instant Et elle même. s'appelle Amal? Elle s'appelle en réalité Faiza dans la réalité. Mais Amal, c'est un beau nom parce qu'en arabe, ça veut dire espoir. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme dans ça, le livre. pour dissimuler légèrement son existence. Et je trouvais que ce mot d'espoir était Dans le juste. livre, vous parlez de Beyrouth à un moment donné, d'un restaurant qui s'appelle Beyrouth à Lomé. Vous étiez en train de dîner avec votre fille et vous dites quelque chose de sympa parce qu'elle se vante de parler arabe et vous lui dites de dire choukran. Et qu'est-ce qu'elle dit? Chou à la crème. Chou à la crème. Oui, parce qu'elle Ça est fait très rire. fière de son prénom. Elle est très fière d'être Peul et en même temps de s'appeler Faiza. Et donc, elle me prétendait moi je parle un peu l'arabe, et elle prétendait qu'elle parlait l'arabe. Je lui disais non, non, non. Et donc, en effet, elle me dit chou à la crème et c'était pas choukran. Mais bon. Et ce restaurant s'appelle le Beyrouth. Il y a une communauté libanaise comme partout en Afrique subsaharienne. Oui. Et il y a des Libanais qui ont ouvert un petit restaurant sur Une le Beyrouth. dernière question, Olivier Pop. D'abord, ma question pose justement sur les questions. Tous les titres de votre ouvrage sont des questions. Pourquoi tant d'interrogations? Parce que quand vous n'avez pas d'enfant, tout le monde vous pose des questions. Vous n'avez pas d'enfant? Et donc moi, à un moment donné, j'en ai eu assez de répondre. J'ai voulu donc répondre par l'action. Et en effet, ce récit est construit sur une série de questions qui vous sont posées et auxquelles j'essaie de répondre. C'est une sorte de manuel pour être heureux, pour ceux qui, a priori, pensent que ce n'était pas pour eux et que finalement on y arrive. Voilà. À force de désir, on arrive au dépassement et à l'enfant, à l'adoption. Et cette histoire qui est, dans le fond, une assez belle histoire. Olivier d'abord, merci beaucoup de votre intervention. Un très bel ouvrage que je vous conseille de lire, très émouvant. Merci encore une fois. Merci à vous. Tania Hajitoum Abhana, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, je n'ai plus vraiment besoin de vous présenter Tania, mais je vais le faire quand même juste pour pouvoir introduire Amine, qui est édité par vous et qui sort donc Iran, Ouzbékistan, Égypte, Turquie et autrement, donc aux éditions Tamiras. Vous êtes donc à la tête de ces éditions depuis une décennie, mais on en parlera tout à l'heure parce que c'est un anniversaire qu'on célèbre. Amenissa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, après l'imposteur chez l'Harmattan, voilà Iran, Ouzbékistan, Égypte, Turquie et autrement. Autrement, comment? Ben, ça a deux sens. D'abord, une vision différente de ces pays, autre que celle qu'on voit dans la presse, dans les médias. Et ces pays-là Mais quand vous dites sont vision d'autres différente, c'est quoi la vision différente? On en parlera parce que votre Oui. objectif a capté des regards, des situations pays. Oui. et vous les avez annotés. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il était important de mettre en valeur quand vous dites autrement? Ben, il est important de casser des clichés parce qu'on véhicule des images préconçues, des a priori sur ces pays, et enfin sur tous les pays. Et j'ai voulu montrer que ce n'était pas tout à fait vrai, qu'il y avait d'autres aspects à relever, très intéressants, très humains, très proches de nous, qu'on pouvait, malgré l'obstacle de la langue, l'éloignement des cultures, avoir un dialogue avec ces pays. Alors, votre objectif, je le disais tout à l'heure, vole des regards, des situations, des fragments de vie, et vous les accompagnez de quelques mots, quelques impressions. Est-ce que la poésie se charge du reste? Ben, ce sera au lecteur de le dire. Mais c'est un bon outil quand même pour faire passer le message Tout que à vous vouliez fait. faire Ah, passer. c'est ma démonter. façon à moi. C'est ma façon à moi. Par exemple, pour parler du Liban, j'ai préféré en parler à travers un roman, L'imposteur. Ici, pour raconter ce que j'avais à dire sur ces pays, j'ai préféré des textes beaucoup plus courts, accompagnés d'images. Amenissa, on connaît votre attachement à la terre, à l'écologie en règle générale. Ouais. Ça, c'est un peu la continuité de ce début de parcours. C'est partir à la découverte de paysages qu'on a trop tendance à oublier, qui font notre histoire, même si elle n'est pas dans notre pays, effectivement. L'écologie est partagée sous tous les tropiques. Alors quand on se balade avec un objectif, quelle distance y a-t-il vraiment dans ces situations entre le vécu et le ressenti? Écoutez, ça dépend du regard qu'on a. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de grande distance parce que je m'investis énormément déjà dans le choix de la photo. Enfin, pour faire sortir une émotion, j'imagine qu'il faut être totalement en immersion Voilà, avec son sujet. exactement. Ouais. Il faut exactement. Quand on marche dans la rue, il faut bien regarder, il faut être curieux, attentif, être aimable avec les gens pour les désarmer quand ils ont peur de la caméra. Et je pense qu'on arrive à briser toutes les frontières et à rapprocher le vécu du regard. Vous avez dit être aimable avec les gens, j'ai envie de m'intéresser à ça un tout petit peu. L'amabilité en perte de vitesse? Pardon, l'amabilité. En perte de vitesse, en règle générale? En général, ça c'est certain, oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui se perd. Alors, est-ce que l'objectif vous permet-il pour autant de pénétrer un peu dans l'univers de ceux que vous photographiez? Est-ce qu'ils ne le vivent pas, eux, comme une usurpation? Écoutez, moi j'ai pour règle générale de ne jamais photographier quelqu'un sans de lui demander. À part quand c'est quelque chose d'exceptionnel, une image comme ça qui passe très rapidement. Et puis, bon, avant de photographier les gens ou une scène, je suis déjà sur place, j'ai déjà pris un peu le pouls, j'ai senti l'atmosphère. Et à partir de là, je suis guidé dans mes photos sur ce qui me semble va être le plus représentatif d'un état d'âme de ces gens-là. Alors, quelle sorte de contact vous avez ou vous gardez avec les gens que vous croisez pour faire un tel ouvrage? Aucun contact. Aucun? Aucun contact. Jamais? Non, jamais. Jamais. Vous auriez aimé en garder quelques-uns, éventuellement approcher quelques Écoutez, personnes de plus près? Je n'y ai pas vraiment pensé parce que c'est assez rapide comme contact. Oui, mais c'est quand même une approche culturelle intéressante. Oui. Je suis beaucoup à leur écoute. Il faut toujours être à l'écoute des autres pour vraiment les comprendre, savoir se retenir de donner des avis définitifs et savoir ce que les gens pensent pour pouvoir mieux les comprendre et les montrer tels qu'ils sont et non pas tels que les médias veulent les voir. La plupart du temps veulent nous les présenter. Tania Hajitouma Manna, alors pour Tamiras, on le disait tout à l'heure, 10 ans déjà.
avec des livres, des concepts, de l'art. Vous avez frayé tous les chemins, contourné toutes les embûches et ça continue. Le chemin n'est pas facile. Non, le chemin n'est pas facile, mais il est passionnant. Oui, ça continue. Et pour fêter nos 10 ans, nous avons voulu nous lancer dans une nouvelle aventure. Nous avons imaginé partir vers le numérique. Et donc, nous avons mis au point nous avons franchi 3 étapes essentielles. La première, c'est que nous avons mis nos romans en e-book, surtout ceux qui ont très bien marché. Donc, nous avons aujourd'hui 6 titres disponibles en numérique. Partout, on peut les acheter partout, sur toutes les plateformes qui vendent du numérique. C'est votre première incursion dans le numérique ? Oui, mais nous l'avons fait sur 6 titres. Et aujourd'hui, nous allons le faire systématiquement sur chaque titre qui sort. Parce que nous voulons atteindre le plus d'audience possible. Nous voulons vraiment que le livre n'ait plus de frontières. Nous avons aussi tenté une très belle expérience qui est sur le livre de Etel Adnan, Sept Marie-Rose, qui est un livre quand même mythique. Puisqu'il parle, c'est le premier livre qui a parlé de la guerre, qui a été écrit au tout début de la guerre. Il raconte une histoire vraie, celle de la disparition de Marie-Rose Boulos au tout début de la guerre. Et donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons pensé, en mettant ce livre en numérique, en numérisant ce livre, l'enrichir de textes, de vidéos d'Ethel, en train de nous raconter tout ça, comment elle a écrit le livre et les répercussions de ce livre-là sur sa vie et aussi sur le Liban. Et nous avons retrouvé les coupures de presse, nous avons mis des photos de l'époque et je pense que ça a donné quelque chose d'assez intéressant. Alors, si je peux résumer votre vocation, elle se concentre largement sur la diffusion à travers la région du Moyen-Orient, sur une autre forme de culture, soutenir des valeurs et des idées auxquelles vous croyez fermement. Ça fait partie de votre combat, ça ? Oui, mais ce n'est pas le Moyen-Orient, c'est plutôt les pays francophones. Nous essayons d'avoir une audience de plus en plus... Nous pensons que l'édition ne doit pas avoir de frontières. Donc nous essayons de vraiment faire des ponts partout pour que l'édition n'ait pas de frontières. Un bon livre, c'est un bon livre et il mérite d'aller partout. Et voilà, par exemple, le livre de Amine qui parle déjà de 4 pays. Je pense que c'est très intéressant le regard d'un oriental sur ces pays-là à véhiculer aux Européens qui ont quand même une idée extrêmement différente de comment nous, on voit l'Iran, l'Ouzbékistan, etc. Et ce que je voulais dire aussi, Nanette, c'est qu'on a fait un média. Au lieu de faire un site, on a fait un média qui est le média Tamiras, www.tamiras.com, et qui va reproduire, et qui va donner la parole à beaucoup de lecteurs, qui va reproduire leurs textes en numérique et il va y avoir des articles sur Tamiras, mais aussi sur la littérature et la culture en général. Tania Hajitou Mamhanna, merci beaucoup. Amina Issa, merci beaucoup. Merci et on va passer à une pause publicitaire. Ria Miaret, bonsoir. Vous êtes poète et nouvelliste, lauréate de la bourse d'El Douka, décernée par l'Académie française en 2007. Vous avez publié des recueils de poésie et aussi des romans. On va parler d'abord de votre dernier ouvrage qui est un recueil de poésie qui s'appelle Esthétique de la prédation. C'est ce petit ouvrage que j'ai là. Il est petit mais il est fort, comme tous vos écrits d'ailleurs. Il y a toujours un message très fort qui en ressort. D'abord, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour rapprocher esthétique et prédation? Ces deux mots qui ne vont pas ensemble. Vous savez, esthétique, déjà, pour pouvoir passer à l'esthétique de quelque chose, il faut déjà l'intellectualiser. Or, la prédation, on le sait tous, est quand même ce qui est commun entre les humains et les animaux. C'est un instinct qui est présent chez les animaux et l'homme est, il ne faut pas l'oublier, un mammifère. Donc la prédation fait partie de l'homme sauf que, étant doté d'intelligence, nous avons la capacité d'intellectualiser cette prédation, de la propager à tous les
les niveaux de la société, qu'elle soit politique, qu'elle soit relationnelle entre des individus, qu'elle soit familiale. Vous savez, pour moi, la prédation est partout et le raffinement de la prédation, c'est son esthétisation, justement. C'est comme ça qu'on peut en faire un recueil Voilà, de poésie. c'est comme ça. En fait, oui. Il y a un extrait que j'ai aimé. Les guerres sont des chansons douces. Bercez vos enfants pour qu'à la naissance, ils apprennent à tuer. C'est fort. Oui, C'est fort, vraiment. Je pense que c'était le but de ce recueil. C'était un cri. C'était une réflexion aussi sur l'enfermement dans le corps, à l'intérieur d'un corps, et ce corps est soumis à la volonté de l'autre, ce qui est souvent le cas nous sommes dans la société et il y a beaucoup d'excès tout le temps et nous pouvons être à tout moment sujets de devenir l'objet de l'autre. Donc à travers aussi l'amour, la passion. Et pour moi, ce livre, c'est une histoire de corps, de désir, de plaisir jusque dans la douleur. Et dans ce récit, donc c'est quand même des poèmes d'amour aussi à travers. C'est un poème politique et à la fois poème d'amour. Mais c'est poème ça, d'amour, amalgamer tout ça, c'est pas évident. Voilà, à travers ce cri politique, à travers ce cri amoureux, il y a une demande d'amour. Mais en même temps, si vous voulez, au moment où j'écrivais ce poème-là, c'était durant les printemps arabes, et notamment, entre autres, toutes ces images qu'on voyait à la télé, de moignons, de corps démembrés, de cadavres, de charognes, et de torture surtout. Donc la réflexion que j'ai voulu faire, c'est finalement le degré d'enfermement dans un corps qui est le nôtre est soumis au désir, au plaisir, à l'amour, à la politique, à la société et à tous ces aspects-là de notre vie contemporaine. Dites-moi, Hiam, cette prédation est un thème qui sous-tend aussi vos romans, comme La Malédiction. Pourquoi cette thématique de prédation? On la voit un peu partout dans vos ouvrages. Mais je pense que nous écrivons, on m'a souvent dit, est-ce que mon écriture est féminine? Moi, je crois que j'écris, je suis conditionnée par mon corps. C'est quand même un discours qui est vieux et qui est très féministe, mais moi, je le reprends parce qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, on ne peut pas mettre de côté l'aspect féminin de l'écriture. Je pense que la femme est sujette à la prédation aujourd'hui, avec aussi cette montée d'idéologie religieuse où la place de la femme est de plus en plus menacée dans nos sociétés, l'absence de parité de droit, toutes ces composantes-là qui font la vie de la femme, pour moi, elles sont du ressort du cri, elles sont du ressort de la prédation. Alors, je pense que tant que ce sera la réalité de la femme orientale, je ne pourrai pas placer mon cri ailleurs. Bien sûr, je cherche aussi à le déplacer vers le cri de l'homme, qui en a un, et je pense que ce cri-là n'est pas entendu parce que lui aussi est soumis à une autre forme de souffrance, à des pressions parce que on va pas commencer, des pressions sociétales qui découlent justement du fait que les femmes n'ayant pas de droit ont réussi à établir une ramification souterraine, une prise de pouvoir souterraine qui fait que l'homme finalement, à son insu, se retrouve victime de la femme dans sa représentation familiale, à travers sa mère, à travers parfois, la femme prend le pouvoir, elle ne l'a pas. Il n'y a pas de parité de droit, du coup, elle le prend. Hiam Yared, encore une question avant que le temps ne passe rapidement. Vous dirigez également l'association culturelle du Centre PEN libanais. Quel est le but de cette maison d'auteur? C'est une maison d'auteur, n'est-ce pas? Alors, c'est une maison d'auteur, une maison qui est censée être une plateforme fictive. Pour l'instant, nous espérons qu'elle sera bientôt physique et que nous aurons un lieu de rencontre et qui regroupe des auteurs de toute appartenance intellectuelle, et voilà, bien sûr avec le respect de l'altérité. Donc tous ces écrivains qui se sont joints à nous et qui sont de langue francophone, arabophone, anglophone, nous n'avons aucune distinction. Nous sommes donc dans cette association, nous sommes pour le multilinguisme, donc la pluralité multilingue, la pluralité de pensée, et surtout cette structure sert aussi à être à l'écoute de toute censure ou de toute intimidation à laquelle seraient soumis des écrivains de par leurs écrits ou de par leur position, que ce soit journalistique ou intellectuelle, sous toutes ces formes. Hiam Yared, merci beaucoup pour cette intervention sur le plateau de la MTV en direct du salon. Merci et bonne chance pour la suite. Merci.
Michel Choueiri, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir êtes, Michel Choueiri également, puisque nous serons deux à vous poser des questions, on à va vous vous assommer bombarder ce de soir. questions. Vous êtes libraire et vous êtes ancien président de l'Association internationale des libraires francophones, justement. Un séminaire au Liban a eu lieu il y a quelques jours, au tout début du salon de cette association. Tout à fait. C'est quoi l'intérêt d'une association pareille? En fait, c'est une association qui a été créée, il faut savoir, au Liban en 2001, au moment du sommet de la francophonie. On avait convoqué pour la première fois un premier colloque de libraires francophones au Liban, où il y a eu 40 libraires de 40 pays différents de la francophonie qui sont venus au Liban. Et à l'issue de ce colloque, en 2002, au Salon du Livre de Paris, on a donc créé l'Association internationale des libraires francophones, dont je suis un des fondateurs et administrateurs depuis ce temps-là. Donc il y a eu plusieurs des présidents. Moi, j'ai eu deux présidents qui se sont suivis. Quand vous êtes réunis ici, là, à Beyrouth, Voilà. ils sont de plusieurs nationalités. Voilà, il y en a qui sont venus d'Égypte, de Djibouti, du Maroc, de Paris, de Belgique, de Suisse. Et c'est quoi la thématique qui En vous fait, la rassemble? thématique, c'est un peu comment on peut professionnaliser notre métier. C'est les échanges interprofessionnels, c'est les rencontres avec des éditeurs francophones de par le monde. C'est des rencontres aussi avec des libraires pour pouvoir communiquer avec eux, voir un peu comment on peut échanger certaines expériences ou certains livres. C'est aussi, en fait, le but de cette rencontre au Liban était aussi une rencontre avec l'AUF, vu qu'ils avaient fait l'histoire du choix de l'Orient. L'agence universitaire de la francophonie. Voilà, tout à fait. Donc de voir comment on peut collaborer ensemble, ici au Proche-Orient et en Afrique et partout dans le monde, en vue de rapprocher les libraires des universitaires et de l'agence pour pouvoir développer un peu la lecture et la culture. Bon, vous parlez de lecture, je peux poser encore une question, mais là, dans le cadre du Proche-Orient, vous êtes responsable des libraires du Proche-Orient. Voilà. Est-ce que la francophonie se porte bien au Proche-Orient? Écoutez, la francophonie, elle existe, elle se porte bien, pas tellement, mais il faut dire aussi que les libraires du Proche-Orient sont en difficulté. En Syrie, par exemple, on n'a pas pu avoir notre collègue d'Alep et de Damas, ils n'ont pas pu venir à cause de la situation. La situation va mal chez eux. En Égypte aussi, ils ont maintenant de moins en moins de francophones parce que c'est des gens qui ont les moyens de quitter le pays ou en tout cas de ne plus être là où il ne faut pas être. Mais oui, la situation n'est pas très à l'aise. C'est une des raisons aussi pour laquelle on était réunis, pour voir comment on peut les aider à tenir le coup encore en attendant de voir des jours meilleurs. Ah bah oui. Michel Choueiri, 20 ans qu'a lieu ce salon. Combien vous soutient-il, vous, libraires? Et en termes de vente et en termes de diffusion culturelle? Écoutez, pour moi, le Salon du Livre est un événement qui est très important. Il ne faut pas le regarder sous une forme commerciale, il faut le regarder beaucoup plus sous une forme culturelle. Et notre rôle de libraire, c'est justement de promouvoir la culture. Et si on arrive à s'en sortir en ne perdant pas beaucoup d'argent, c'est très bien. Si on gagne, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas ça le vrai objectif. L'objectif, c'est d'avoir cette manifestation pour justement qu'il y ait des lecteurs, augmenter le nombre de lecteurs, pour montrer un peu la variété d'éditions et de livres qui existent et surtout les animations qu'on peut créer autour de ces livres-là. Indispensable. Indispensable, à mon avis. Absolument. Je pour pense qu'un bon stand, aussi, un bon stand, c'est pas celui qui est là avec une belle décoration, titres, mais c'est celui, qui est capable de faire beaucoup d'animations, celui qui est capable de montrer un choix différent des autres et de compléter par rapport aux autres et de montrer de belles choses différentes. Alors si je devais vous interroger sur vos coups de cœur de 2013, vous penseriez à quoi principalement? Oh là là, c'est difficile parce que sinon je sais que c'est toujours difficile. J'ai 35 auteurs sur mon stand. Bon, on va tous les à part appeler. mes coups de cœur personnels. Non, mais écoutez, je pense que j'en ai plusieurs parce que vraiment, il y a de très belles choses qui sont sorties. Le livre de Serge Chalandon, bon, tout le monde en a parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché personnellement avec le livre, mais surtout avec le personnage que j'ai rencontré. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Sharif, c'est un livre que je pense que c'est son 4e livre, Sharif Majdarani, mais c'est vraiment aussi un petit bijou aussi. Un petit bijou qui est sorti. J'ai Daniel Laferrière, par exemple. Qui arrive, n'en parlez pas beaucoup parce qu'il arrive samedi sur le plateau. Je ne vais pas en parler, mais c'est pour dire que c'est un coup de cœur aussi. Ouais, et Michel, combien de livres lisez-vous? Pardon? Combien de livres lisez-vous? Par semaine, par mois? C'est bizarre, mais on ne peut pas trop lire. Vous savez, j'arrive pas à compléter un livre jusqu'au bout tout le temps. J'en ai quelques-uns que je coupe parce que j'en ai plusieurs à côté de moi. Mais je ne peux pas vous dire exactement combien je lis. J'arrive à lire 5 à 6 livres au complet par mois parce qu'il y a aussi la librairie qui fonctionne. On doit lire les catalogues, on doit lire les quatrièmes de couverture. Il faut travailler aussi. Il y a les quatrièmes de couverture. Mais on a l'impression qu'un libraire a tout le temps de lire, mais en fait, c'est pas toujours vrai. C'est quasiment impossible. Mais on essaie de trouver. Mais il faut changer aussi de style dans notre lecture. Oui, donc il faut pour aussi ne pas s'ennuyer, pour découvrir. Varier pour mieux conseiller. Question colle pour terminer. Alors, toujours deuxième question colle. Toujours deuxième question colle. C'est cruel, les titres qui ne sont pas tout à fait en vogue
mais qui vous ont plu, un ou deux au passage comme ça, des livres qui sont restés Des plus dans classiques, l'ombre, peut-être mais qui vous ont plu. J'en ai plus, en fait, j'en ai plusieurs, mais là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais... Ah, Elle est ouais, cruelle, elle est Je cruelle. vous ai dit colle. Oui, oui, non, mais- Si vous avez la Voilà. réponse, on est encore là jusqu'au dimanche. Vous D'accord, pourrez je venir et t'enverrai ça par répondre. mail. Vous l'avez invité là encore une On fois. peut l'inviter tout le pas temps, prévu au Michel programme. Chéri. écoute, en fait, on fait beaucoup de choix à la Libye d'auteurs qui ne sont pas très connus et qui sont nos coups de cœur. Là, en tête, malheureusement, avec la fatigue de la journée, donc je ne peux pas vous les sauter. Non, Mais- vous n'allez pas m'échapper, Bon, Michel Choueiri, parce mais que je je vais aller sais sur les votre stand. Alors là, je les montre Pour directement. j'irai terminer, vous pour poser la terminer, question. une question moins colle que celle-là. Pour vous, la francophonie, c'est quoi en un mot? Et là, on clôture sur ça. La francophonie, je pense qu'il y a des cultures francophones et non pas une seule. Il y a les cultures francophones libanaises, il y a la culture francophone africaine, maghrébine, européenne, celle du Nord. Et je pense qu'on a tous un point commun, c'est peut-être la langue, mais elle a une richesse énorme en même temps. Donc ce n'est pas la francophonie comme quoi la langue française, c'est vraiment la richesse de toutes ces cultures qui communiquent avec la même langue. Michel Merci Choueiri, beaucoup. merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Et à Merci. vous téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à demain. À demain. Au Au revoir. revoir. On se connaît depuis la rue des écoles. On a grandi, on a goûté les alcools. Aujourd'hui, dans la fureur et le bruit, on se reconnaît.